Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez vraiment les gens qui vous entourent? Réfléchissez bien avant de répondre, car cette question, pourtant simple en apparence, cache un piège. Ce que vous appelez confiance n'est peut-être que votre propre aveuglement déguisé en tranquillité. Ce que vous appelez affection n'est peut-être que le silence poli de quelqu'un qui attend le bon moment pour s'installer en vous. Et ce que vous appelez danger, c'est peut-être vous sourire tous les jours, assis à votre bureau, dormant à côté de vous, vous appelant ami, père, mère, fils, collègue. C'est à ce moment-là que vos certitudes commencent à vaciller, et c'est là qu'il faut rester. Car personne ne veut croire que la plus grande menace pour son intégrité mentale puisse être la personne même qui vous offre un café, vous envoie des messages affectueux, vous dit « Fais-moi confiance ». Mais cela arrive, tous les jours, et quand vous vous en rendez enfin compte, il est peut-être déjà trop tard pour vous en sortir indemne. Basaglia, dont vous ne connaissez peut-être l'œuvre que par son combat pour la dignité des patients psychiatriques, a dit un jour « La véritable violence n'est pas celle qui vous frappe, c'est celle qui vous définit sans même que vous vous en rendiez compte. Lorsqu'on vous impose une définition, un destin, une étiquette, sans que vous ayez la possibilité de choisir ou de vous défendre, cette violence est d'autant plus terrible qu'elle est silencieuse. Et elle ne se pratique pas seulement en institution, mais aussi dans les foyers, dans les rencontres, dans les amitiés, dans l'amour. Croyez-vous pouvoir identifier quand une énergie est pesante, quand un comportement dépasse les bornes de l'acceptable? Peut-être, mais ce n'est que le début. Il y a quelque chose de bien plus subtil, invisible à l'œil nu et inaudible à l'oreille, mais qui s'insinue. C'est cette étrange sensation, après une conversation apparemment anodine, d'être fatigué, abattu, gêné sans raison. C'est ce regard qui semble compréhensif mais qui porte un jugement. C'est cette étreinte qui ne réchauffe pas, mais qui est pénible. Franco Basaglia insistait, la normalité est un champ de mine. Ce que nous appelons normal est la somme de petits actes de violence que nous apprenons à accepter parce que tout le monde le fait. Mais l'accepteriez-vous vraiment si vous pouviez voir ce que cela vous fait intérieurement? Combien de fois vous êtes-vous demandé « Est-ce moi ?» Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir laissé tomber quelqu'un? De l'avoir laissé tomber? Même si vous n'avez rien fait de mal objectivement? Vous êtes-vous déjà senti responsable des émotions d'autres personnes que vous n'avez jamais provoquées? Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous excuser pour des choses que vous ne comprenez même pas entièrement? Et enfin, vous êtes-vous déjà demandé à qui, après tout, appartiennent ces sentiments que vous portez? Ces questions semblent banales à première vue, mais chacune d'elles est une plaie ouverte dans votre inconscient. Et Basaglia, dans sa lucidité troublante, disait que l'homme n'est libre que lorsqu'il est maître de lui-même. Tant qu'il n'est pas maître de lui-même, il est au service du délire collectif. Pourquoi est-ce important? Parce que pendant que vous êtes occupé à fuir les méchants évidents, les personnes bruyantes, agressives et ouvertement hostiles, vous êtes distrait et pris au dépourvu du véritable danger. Ceux qui passent entre les mailles du filet de votre affection, de votre empathie, de votre désir d'être aimé. Ces gens n'arrivent pas armés, ils n'en ont pas besoin. Ils arrivent mous, fragiles, parfois même dans le besoin. Parfois, ils semblent avoir besoin de vous pour survivre, et vous cédez, parce qu'ils vous ont appris à être généreux, compréhensifs, patients, parce que vous pensez avoir pour mission de sauver. Mais quand vous réalisez enfin que vous ne sauvez personne, et qu'au contraire, vous vous enfoncez ensemble, vous vous retrouvez pris dans une toile si bien tissée que vous ne savez plus où commencent vos propres émotions et où finissent celles des autres. Franco Basaglia, un homme qui considérait l'asile non seulement comme un bâtiment avec des murs et des barreaux, mais comme une métaphore de la vie, a déclaré que le véritable remède ne consiste pas à séparer les fous des saints d'esprit, mais à apprendre à chacun à reconnaître sa propre ombre et celle des autres. C'est la première étape, voir l'ombre, appeler par son nom ce qui semblait n'être qu'un malaise indéfini, l'agitation après un rendez-vous, l'épuisement après une conversation, la peur de contredire quelqu'un qui n'a jamais explicitement affirmé son pouvoir, mais qui a déjà pris le contrôle de votre psyché. Qui est cette personne pour vous? Un ami? Un parent? Un patron? Un amour? Ou, pire encore, vous-même? Car le piège n'est pas seulement extérieur. Basaglia a été clair. Rien de ce qui se manifeste à l'extérieur de vous ne vous habite déjà. Parfois, c'est nous-mêmes qui jouons le jeu, qui nous cachons derrière des masques,
qui cherchons chez les autres un miroir de notre douleur et qui finissons par alimenter des dynamiques que nous feignons de ne pas voir. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de coupable, ni que tout n'est que projection. Cela signifie que le terrain est bien plus complexe. Certaines personnes vivent sans conscience de leurs propres blessures et transforment ainsi toute relation en une tentative désespérée et vaine de les guérir. Et vous êtes souvent le lieu où elles mettent en scène cette tragédie. Et voici le plus cruel. La plupart de ces gens ne sont pas pleinement conscients de ce qu'ils font. Ils ne comptent pas se servir de vous. Ils n'élaborent pas de plan machiavélique pour vous épuiser. Ils agissent simplement comme ils ont été conditionnés à agir. Eux aussi ont été blessés. Eux aussi ont été définis par le regard des autres avant d'apprendre à se regarder eux-mêmes. Mais cela ne rend pas leurs conséquences moins dévastatrices. Alors dites-moi, qui est la personne à qui vous ne pouvez pas refuser? Qui est celui qui transforme une demande en obligation, une larme en dette, un besoin en tribunal? Qui vous vole votre paix sans élever la voix? Qui vous fait sentir incompétent même quand vous faites tout bien? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle elle a ce pouvoir sur vous? Vous êtes-vous déjà demandé depuis combien de temps vous vivez pour elle, ou pour eux, au lieu de vivre pour vous-même? Basaglia nous a rappelé, il n'y a pas de plus grande violence que d'accepter en silence ce qui nous détruit lentement. Et peut-être l'avez-vous accepté, pendant des années. Peut-être l'acceptez-vous encore. Regardez autour de vous. Pensez aux visages qui vous sont familiers. Demandez-vous, combien de ces sourires sont en réalité des abris et combien sont des menottes? Et quand vous aurez fini de vous poser la question, demandez-vous, et vous? Dans quelle mesure avez-vous déjà été la personne que l'on craint et dont on ne peut se défaire? Le plus dur n'est pas de réaliser ce que les autres vous font. Le plus dur est de comprendre ce que vous les laissez vous faire et pourquoi. Franco Basaglia, dans sa douce rébellion, disait que la véritable liberté ne commence que lorsque nous osons remettre en question ce que l'on a toujours appelé amour, attention et normalité. Il ne parlait pas seulement des institutions psychiatriques, mais aussi des foyers, des amitiés, des amours, des emplois et des lieux où la douleur se cache sous des tapis brodés de gentillesse. Et toi, quand oseras-tu douter? Quand accepterez-vous que tout ce qui semble normal n'est pas forcément sain? Que toute attention n'est pas synonyme d'amour? Que tout sourire n'est pas synonyme de protection? Quand accepterez-vous que vous ne savez peut-être même pas qui sont les gens qui vous entourent? Et peut-être êtes-vous maintenant prêt à commencer à le découvrir? Au final, le plus dangereux n'a jamais été ce qu'on craignait. Le plus dangereux a toujours été ce en quoi on avait confiance. Et maintenant que vous avez réalisé cela, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que dès l'instant où vous voyez l'abîme derrière le masque, l'abîme commence aussi à vous regarder. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous sentez le regard de l'abîme, que le prochain voyage commence. Pensez-vous que vous comprenez? Attendez de découvrir ce que les gens vous font quand ils ne peuvent plus supporter leur propre douleur. Car à partir de là, la question change. Ce n'est plus « qui sont-ils pour moi ?» mais « qui suis-je pour eux ?» Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes trouvent toujours le moyen de faire de vous le méchant? C'est subtil, presque invisible, mais ça arrive. Il suffit d'un geste mal interprété, d'un mot hors contexte, d'un silence prolongé, et soudain, on vous reproche tout. Leur colère, leur tristesse, leur sentiment de vide, comme si c'était votre devoir de guérir les blessures qu'ils portent, blessures que vous n'avez même pas contribué à créer. Cette dynamique, comme l'explique Franco Basaglia, n'est pas seulement courante. Elle est inévitable dans un monde où peu ont le courage d'affronter leur propre douleur. Il disait « Tant que nous ne reconnaissons pas notre propre ombre, nous continuons à la transmettre aux autres. » Et c'est exactement ce qui se produit. Ceux qui refusent de regarder en eux finissent inévitablement par rejeter tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Et vous, sans savoir comment, devenez la cible. Pensez à ce collègue qui semble toujours blessé par vous, même quand vous faites tout bien. Ou à cet ami qui, après un rendez-vous, vous envoie de longs messages vous disant que vous avez été insensible, froid et égoïste, alors que vous avez fait de votre mieux pour lui faire plaisir. Ou à ce partenaire qui dit toujours « Tu me fais ressentir ça », comme si vous aviez un bouton secret qui contrôle ses émotions. Ces situations ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes. Les symptômes d'un mécanisme silencieux et universel appelé projection. Basaglia parlait de la projection comme d'un réflexe automatique, d'une impulsion inconsciente visant à se débarrasser de sa propre souffrance
en la reportant sur autrui. Il le constatait quotidiennement dans les hôpitaux psychiatriques, au sein des familles, des couples et des amitiés. Il est plus facile de pointer du doigt l'extérieur que de porter le poids de ce qui est intérieur. Et voilà le hic. La projection n'est pas explicite, elle ne s'accompagne d'aucun avertissement. Elle s'infiltre dans de petites accusations voilées, des attentes irrationnelles et des silences empreints de ressentiment. Je vais vous raconter une histoire vraie, qui pourrait être la vôtre. Un jeune homme nommé Pietro travaillait dans un bureau depuis des années. Dévoué, il arrivait tôt et aidait ses collègues. Un jour, un supérieur commença à le traiter avec mépris. Il y eut d'abord des remarques innocentes sur sa posture, puis des plaisanteries sur ses compétences. Au fil du temps, cela dégénéra en attaques directes. Tu gâches l'ambiance, tu n'as aucun esprit d'équipe, personne ne supporte ta présence. Pietro ne comprenait pas. Il n'avait jamais fait plus que remplir son rôle. Il essaya de s'améliorer, d'être encore plus gentil, plus serviable, mais rien n'y fit. Plus il essayait, plus il devenait la cible. Ce que Pietro ignorait, c'est que son supérieur se sentait profondément incompétent. Humilié par son propre échec, il projetait son insécurité sur son entourage. Et Pietro, attentif, patient et empathique, devint le réceptacle idéal de la douleur que cet homme ne pouvait supporter en lui-même. Peut-être avez-vous aussi été un Pietro. C'était peut-être votre mère qui disait toujours « Tu es tellement ingrat envers moi », même quand vous vouliez juste un peu d'espace pour vous. Ou avec un ami qui vous reproche toujours de prendre vos distances, mais qui ne peut jamais admettre que ses propres actions éloignent les gens. Ou avec un partenaire qui dit constamment « Tu me fais me sentir inutile », comme si vous aviez placé cette inutilité sur lui. Bassaglia nous enseigne que ces épisodes ne sont pas que des insultes personnelles. Ils reflètent des blessures profondes, souvent vieilles de plusieurs générations. Lorsque quelqu'un projette sa propre douleur sur vous, il tente inconsciemment de purger la souffrance qu'il porte en lui. Mais cette purification ne fonctionne jamais. Elle ne fait que propager la douleur plus loin, jusqu'à vous. Et le plus dangereux, c'est que, parce qu'on nous a appris à être bons, compréhensifs et aimants, nous acceptons souvent ce rôle sans nous poser de questions. Nous nous persuadons que nous avons peut-être vraiment échoué, que nous sommes peut-être vraiment insensibles, que nous devrions peut-être nous excuser. C'est ainsi que fonctionne la projection. Elle vous prive de confiance, de clarté, de paix. Et à la place, elle sème le doute. Suis-je vraiment cruel? Aurais-je pu être plus affectueux? Est-ce que j'ai fait une erreur? Franco Bassaglia a répété sans relâche que la société se nourrit de ces relations déformées, car elles arrangent ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Il a déclaré « La violence est dans la relation, pas dans l'individu. Et ceux qui ne la voient pas finissent par en être complices. Mais il n'est pas facile de le voir, car ces gens ne sont pas des monstres évidents. Ils sont souvent charismatiques, intelligents et sensibles, le genre de personnes que tout le monde admire. Et c'est précisément ce qui rend tout si confus. Comment quelqu'un d'aussi gentil peut-il être capable d'autant de destruction? Je vais vous donner un autre exemple. Anna, une femme d'une trentaine d'années, a commencé à fréquenter un homme nommé Raphaël. Il était gentil, attentionné et toujours à l'écoute. Au début, Anna s'est sentie plus accueillie que jamais. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Raphaël a commencé à dire des choses comme « Tu ne m'aimes pas assez, tu me mets toujours en retrait, tu me fais me sentir seule ». Anna a tout fait pour lui prouver qu'il avait tort, faisant tout ce qu'elle pouvait pour qu'il se sente aimé. Mais Raphaël trouvait toujours de nouvelles raisons de se sentir blessé. Finalement, Anna ne se reconnaissait plus. Elle était épuisée, anxieuse et terrifiée à l'idée de faire des erreurs. C'est là le piège. Raphaël, incapable d'affronter son propre vide, a fait porter toute la responsabilité sur Anna. Peut-être avez-vous aussi essayé de sauver quelqu'un comme ça. Peut-être essayez-vous encore. Mais Bassaglia a averti. Personne ne peut être sauvé sans avoir d'abord désiré la liberté. Et personne ne devient libre en s'obstinant à emprisonner les autres dans ses propres blessures. Ce que peu de gens réalisent, c'est que vouloir simplement aider ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être patient, attentionné ou fort. Quand quelqu'un est déterminé à s'ignorer, tout l'amour du monde ne fait que prolonger l'illusion. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que ces personnes sont souvent inconscientes de ce qu'elles font. Elles ne font pas semblant. Elles ne cherchent pas à vous manipuler. Elles se contentent de répéter les schémas qu'elles ont appris, aveugles à la souffrance qu'elles causent.
Elles parviennent ainsi à vous faire croire que vous êtes le problème, alors qu'en réalité, ce sont elles qui sont incapables de se regarder dans le miroir. C'est pourquoi la projection est si puissante, parce qu'elle est le fait de personnes qui croient sincèrement que vous êtes la cause de leur souffrance. Et vous, voulant croire le meilleur d'elles, finissez par en assumer la responsabilité. Mais il arrive un moment où le poids devient insupportable. On réalise que malgré tous nos efforts, ce ne sera jamais suffisant, et que malgré tous nos efforts, la blessure de l'autre reste ouverte, car ce n'est pas à nous de la guérir. Et voici la question la plus difficile. Pourquoi restez-vous encore? Pourquoi, même si vous savez que vous êtes utilisé comme un réceptacle pour la douleur des autres, continuez-vous à essayer de prouver que vous êtes assez bon? Est-ce la peur du rejet, la culpabilité, ou peut-être l'espoir, cet espoir insensé qu'un jour, la personne reconnaîtra enfin tout ce que vous avez fait pour elle? Basaglia a déclaré « L'espoir est beau, mais dangereux lorsqu'il est utilisé pour justifier son propre emprisonnement. » Et c'est exactement ça. Tant que vous attendez que la personne change, vous restez prisonnier de son récit. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour éteindre des incendies que vous n'avez pas allumés. Peut-être que vous écoutez ceci en ce moment même et que vous pensez « Mais si je m'en vais, elle souffrira. » Et je vous le dis, oui, elle le fera. Mais pas plus que vous ne souffrez déjà. Et pas plus qu'elle ne se cause elle-même, jour après jour, en ne s'autorisant pas à regarder en elle. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un qui se projette sur vous est le refus. Le refus de porter ce qui ne vous appartient pas. Le refus de participer à l'illusion. Le refus de devenir le dépositaire de la souffrance d'autrui. Car, comme le disait Basaglia, rien n'est plus inhumain que de se laisser déshumaniser au nom de l'amour. Et c'est peut-être la leçon que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Désormais, chaque fois que quelqu'un vous dit « Tu me fais ressentir ça », demandez-vous « Est-ce vraiment moi ? Ou est-ce juste quelque chose qu'il ne supporte pas de voir en lui ?» Car la vérité est la suivante. La souffrance des autres n'est pas de votre faute, ni de votre mission, ni de votre héritage. Et lorsque vous comprenez cela, non seulement avec votre esprit, mais avec tout votre corps, quelque chose en vous se libère enfin. Mais attention, cette libération ne sera pas accueillie avec gratitude. Bien au contraire, si vous cessez d'accepter votre rôle de sauveur, si vous cessez de porter une douleur qui n'est pas la vôtre, beaucoup vous traiteront de cruel. Ils vous accuseront d'égoïsme. Ils diront que vous les avez abandonnés. Et à ce moment-là, vous devrez vous rappeler ce que Basaglia nous a enseigné. La liberté, c'est aussi le courage de supporter la haine de ceux qui ne peuvent pas encore se supporter eux-mêmes. Êtes-vous prêt pour cela? Parce que si vous l'êtes, alors vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais sachez ceci, ce que vous trouverez devant vous n'est plus l'ombre projetée sur vous, mais le masque que ceux qui craignent le plus leur propre douleur persistent à utiliser pour la cacher. Et ce masque est encore plus dangereux que l'ombre. Avez-vous déjà pensé que la personne la plus dangereuse pour vous n'est peut-être pas celle qui projette la douleur, mais celle qui la cache si bien que vous ne la remarquez même pas? C'est le piège le plus subtil, lorsque la souffrance n'explose pas ni ne déborde, mais se transforme en un masque parfait. Un masque qui sourit, qui charme, qui s'adapte à toutes les attentes, qui semble toujours avoir la bonne réponse, le ton juste, la bonne posture. Et pour cette raison même, il est presque impossible à détecter. Franco Basaglia a dit un jour que les plus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres ne sont pas ceux qui crient leur douleur, mais ceux qui la dissimulent au point de croire à leur propre performance. Il le constatait quotidiennement. Des patients qui arrivaient à l'hôpital sans aucun signe évident de souffrance, disciplinés, cordiaux, prêts à faire plaisir, mais intérieurement complètement détruits. Ils ne savaient plus qui ils étaient sans ce masque. Il n'y avait plus de visage derrière ce déguisement. Et vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure ce que vous appelez votre personnalité n'est pas simplement le masque que vous avez dû apprendre à porter pour être accepté? Savez-vous encore qui vous êtes quand personne ne vous regarde? Ou l'avez-vous oublié aussi? Le problème avec ce masque n'est pas seulement personnel, il est contagieux. Quand on vit avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vit pour maintenir une image impeccable, on commence à avoir l'impression qu'on doit aussi être à la hauteur. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas être vulnérable, on ne peut pas être vrai. Et donc, petit à petit, on devient aussi un masque sans s'en rendre compte. Cela vous est-il déjà arrivé?
Avez-vous déjà eu l'impression qu'en présence de certaines personnes, vous vous taisiez plus que vous ne le souhaiteriez? Que vous pesiez chaque mot pour ne pas paraître faible? Que vous ravaliez vos émotions pour ne pas perturber l'harmonie? Eh bien, c'est exactement ce que font ces masques. Ils transforment la réalité en théâtre. Et dans ce théâtre, personne n'a le droit d'être humain. C'est le piège le plus cruel. On finit par croire vivre avec quelqu'un d'évolué, de mature, de déséquilibré, alors qu'en réalité, on a affaire à quelqu'un qui a étouffé toute authenticité pour éviter de décevoir les attentes des autres. Basaglia nous mettait en garde. Le plus grand mal de l'homme moderne est de confondre le masque et le visage. Avez-vous déjà été confus? Je connaissais une femme nommée Elisa qui semblait parfaite. Elle était gentille avec tout le monde, toujours serviable, toujours disponible, toujours maîtresse d'elle-même. C'était le genre de personne que tout le monde admirait, dont tout le monde rêvait. Mais quelque chose chez elle était profondément dérangeant, même si personne ne pouvait vraiment l'expliquer. Les gens se sentaient mal à l'aise sans savoir pourquoi. Ce n'était ni ce qu'elle disait, ni ce qu'elle faisait. C'était une absence, un vide derrière son regard, une rigidité derrière son sourire. Jusqu'au jour où, lors d'un déjeuner de famille, un événement apparemment banal se produisit. L'un des neveux renversa un verre de jus sur la table. Au début, Elisa réagit avec sa patience habituelle. Elle sourit et dit que tout allait bien. Mais ensuite, presque imperceptiblement, sa main trembla, sa voix vacilla et ses yeux se remplirent de larmes. Et l'espace d'un instant, tout le monde vit. Le masque s'était fissuré. Pourquoi se donnerait-on tant de mal pour paraître parfait? Pourquoi sacrifierait-on sa spontanéité, sa vérité, son essence pour maintenir une façade qui ne sert qu'à plaire aux autres? Basaglia explique que cela vient de la peur d'être rejeté, la peur d'être insignifiant, la peur d'être perçu comme fragile. Ces personnes se créent ainsi une personnalité qu'elles croient plus acceptée, plus aimée, plus sûre d'elle qu'elle ne pourrait jamais l'être. Mais ce personnage a un prix, il le paie cher. Le prix à payer est l'aliénation. Plus on se laisse troubler par son propre masque, plus on s'éloigne de ce que l'on ressent vraiment. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de revenir en arrière. Car chaque fois qu'une chose authentique tente d'émerger, colère, tristesse, désir, doute, on la réprime aussitôt, de peur que les autres ne la voient. Et ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il fermente, grandit et devient amer. Pouvez-vous imaginer le poids que cela représente de porter cela toute une vie? Je me souviens d'un patient que Basaglia a soigné il y a des années. Il s'appelait Marco. C'était un avocat brillant et respecté, toujours impeccablement habillé et toujours souriant. Il semblait tout maîtriser, jusqu'au jour où il est entré dans le cabinet et a dit « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai aucune raison de souffrir. Mais je ne ressens rien. Rien. » Ce « rien » était tout. C'était le prix d'une vie vécue pour l'extérieur, pour les autres, pour le public. À l'intérieur, Marco ne trouvait plus rien qui lui appartint véritablement. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les gens que l'on admire, que l'on envie, que l'on aimerait ressembler, beaucoup d'entre eux sont, en réalité, complètement épuisés par l'image qu'ils ne savent plus comment incarner. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, mais quel est le problème? Ne vaut-il pas mieux vivre en paix, plaire à tout le monde et éviter les conflits? Mais je vous le demande, quelle est cette paix que vous achetez au prix de l'abandon de vous-même? À quoi bon être aimé de tous si personne ne sait, pas même vous, qui vous êtes vraiment? Basaglia nous a rappelé qu'une société saine n'est pas une société où tous sont égaux, mais une société où chacun a sa place dans la différence. En vous adaptant à des moules qui n'ont pas été créés pour vous, vous contribuez à une maladie collective, à un théâtre collectif, à un mensonge collectif. Et la grande tragédie, c'est que ces masques ne vous protègent pas. Ils ne font que retarder la douleur, car la douleur d'être vu tel que l'on est n'est rien comparé à celle de vivre et de mourir sans avoir jamais été vraiment vu. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment d'être entouré de gens, admirés mais en même temps invisibles? Cette certitude que personne ne sait vraiment qui vous êtes, c'est la prison du masque. Il trompe tout le monde, y compris vous. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, comment est-il possible de l'arracher si je ne sais plus où finit le masque et où je commence? C'est là qu'intervient ce que Basaglia appelait le courage d'exister. Il disait, vivre sans masque, c'est avant tout accepter que tout le monde n'aimera pas qui vous êtes vraiment. C'est là le plus dur, car vous ne plairez pas à tout le monde. Certains s'en iront, d'autres vous rejetteront.
Mais cela signifie aussi que ceux qui resteront seront là pour vous, et non pour la personnalité que vous avez créée. Êtes-vous prêt pour cela? Je me souviens qu'un jour, lors d'une conférence, Basaglia fut interrompu par un homme du public qui cria « Mais si chacun se montre sous son vrai jour, le monde sombrera dans le chaos. » Basaglia sourit et répondit « Peut-être, mais au moins ce sera le vrai chaos, pas un ordre mensonger. » Et voilà. La vérité est inconfortable. La vérité est effrayante. Mais c'est aussi le seul moyen de se sentir à nouveau vivant. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie sans avoir à surveiller chacun de vos mots, sans avoir à anticiper les réactions de chacun, sans avoir à toujours avoir le contrôle, à toujours être parfait, à toujours avoir raison? Peut-être n'en avez-vous jamais fait l'expérience. Peut-être avez-vous oublié que c'était possible. Et c'est là le but recherché. Commencez à réaliser que ce masque n'est pas vous. Il ne l'a jamais été. C'est peut-être pour cela qu'en vivant avec quelqu'un prisonnier de son propre masque, on ressent ce malaise, cette étrangeté, ce sentiment que quelque chose n'allait pas, même si rien n'était dit. C'est parce que l'âme sait quand elle est confrontée à un déguisement. Elle perçoit l'absence. Et cette absence pèse. C'est pourquoi, aussi fascinants que soient ces personnages, aussi enviables que soient leurs allures, on ne peut se sentir vraiment proche d'eux. Il n'y a ni chaleur, ni vérité, ni vulnérabilité. Juste la perfection glaciale d'un personnage. Et voici une question inconfortable. Combien de vos relations existent simplement parce que vous gardez votre masque et que l'autre personne garde le sien? Il est peut-être temps d'oser retirer le masque, même si ce n'est que pour un instant, juste pour voir ce qui se passe. Parce que le masque vous protège du jugement, mais il vous empêche aussi d'être vraiment aimé. Si vous pensez que c'est le pire, attendez de comprendre ce qui se passe lorsque le masque commence à se fissurer de l'intérieur, quand il ne peut plus contenir tout ce que tu as caché, quand la perfection se brise et que l'ombre demande enfin à être vue. Peut-être croyez-vous qu'il est possible d'étouffer à jamais tout ce que vous ressentez, que la volonté suffit à enfouir votre colère, votre tristesse, votre envie, votre douleur, et qu'avec le temps, tout cela cessera tout simplement d'exister. C'est l'une des plus grandes illusions que l'on puisse nourrir. Ce que vous cachez ne disparaît pas. Ce que vous refoulez ne meurt pas. Ce que vous refusez de voir ne disparaît pas dans l'obscurité. Au contraire, là, sans yeux pour le regarder, il grandit. Il grandit de manière imprévisible, se tord, se transforme, et un jour réapparaît avec une force si brutale qu'on ne peut plus le reconnaître, et encore moins le contrôler. Franco Basaglia disait que ce qui est nié dans le conscient s'organise dans l'inconscient pour revenir avec le visage de la destruction. Il le voyait dans le regard de ses patients, ceux qui avaient repassé des années à essayer d'être trop bons, trop justes, trop parfaits, qui avaient cru toute leur vie pouvoir être assez lumière pour effacer leurs propres ténèbres. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bord de l'effondrement, il était impossible de nier, l'ombre n'avait pas disparu, elle n'avait fait que s'épaissir. Et vous? Avez-vous déjà senti votre ombre se déplacer sous la surface? Avez-vous remarqué cette soudaine colère incontrôlable? Ce ressentiment qui semblait surgir de nulle part? Ce mépris pour quelqu'un qui n'était responsable de rien? Une étude publiée par l'American Psychological Association montre qu'en entreprise, 71% des conflits entre collègues ne sont pas directement liés au présent, mais plutôt à des émotions accumulées au fil du temps, inexprimées et non reconnues. C'est l'ombre qui se cache derrière, une tension invisible qui s'insinue et transforme soudain la moindre étincelle en brasier. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes qui se prétendent extrêmement contrôlées, bonnes, incapables de faire du mal à qui que ce soit, sont parfois celles-là même qui explosent de façon imprévisible, qui réagissent de manière disproportionnée aux petites situations, qui blessent les autres précisément parce qu'elles ont trop essayé d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Je me souviens d'une histoire que Basaglia racontait souvent lors de ses conférences. Il s'agissait d'un homme nommé Carlo, fonctionnaire exemplaire, mari dévoué et père attentionné. Pendant des années, Carlo n'a jamais élevé la voix. Il n'a jamais manifesté sa colère. Il ne s'est jamais permis de souhaiter quoi que ce soit qui puisse blesser qui que ce soit. Tout le monde l'admirait. Jusqu'à ce qu'un matin, alors qu'il prenait son café, sa femme lui dise que le pain était un peu brûlé. Cette phrase, si banale, a été le déclencheur. Carlo a cassé la table, jeté son café par terre et crié des choses que personne ne l'aurait imaginé capable de dire. C'était son ombre qui parlait, enfin libre.
Pensez-vous que cela ne peut pas vous arriver? Les statistiques suggèrent le contraire. Les recherches sur la violence conjugale révèlent que plus de 60% des agresseurs n'avaient jamais manifesté de signes explicites de violence avant le premier épisode. Ils étaient perçus comme des personnes paisibles, contrôlées et bienveillantes, jusqu'au jour où l'ombre est apparue. Et ne croyez pas que cela se limite à de grandes explosions. L'ombre refoulée se manifeste aussi sous des formes plus discrètes, critiques constantes, sarcasme cruel, froideur émotionnelle, mépris déguisé en indifférence, plaisir secret à voir les autres échouer. Vous êtes-vous déjà surpris à souhaiter, ne serait-ce qu'une seconde, que quelqu'un souffre? Avez-vous déjà ressenti de la satisfaction en apprenant que quelqu'un que vous enviez avait perdu quelque chose? Vous êtes-vous déjà surpris à souhaiter, au fond de vous, que quelqu'un ressente la même douleur que vous? C'est aussi cela, l'ombre. Basalia disait que la pire violence n'est pas celle qui s'exerce contre autrui, mais celle qui s'exerce contre soi-même, au nom de la volonté de toujours paraître juste. Le prix à payer pour réprimer tout ce qui est humain en soi, c'est de vivre entouré de masques tout en sachant que quelque chose passe toujours entre les mailles du filet. Et peut-être vous demandez-vous, mais quelle est l'alternative? Sortir et laisser libre cours à toutes vos pulsions? Non. L'alternative n'est pas de libérer l'ombre sans limite, mais de l'intégrer, de reconnaître qu'elle existe, qu'elle fait partie de vous, et qu'elle peut être vue sans être déchaînée et destructrice. C'est comme ça qu'elle perd sa force. Quand on la regarde dans les yeux, il y avait un patient qui m'avait profondément marqué. Il s'appelait Antonio. C'était un médecin réputé, à la réputation irréprochable, et père de 3 enfants. On louait toujours sa patience, sa gentillesse et sa générosité. Mais il portait en lui une haine si profonde qu'il ne pouvait même pas l'expliquer. Un jour, après des années de silence, il s'arrêta net au milieu d'une opération, laissa tomber le scalpel et se mit à pleurer convulsivement. Lorsqu'il parvint enfin à parler, il répétait sans cesse une phrase « Je ne suis pas celui que je croyais être. Je ne suis pas celui que je croyais être. » C'est le choc de voir son ombre pour la première fois. C'est réaliser que l'on n'est pas seulement ce que l'on a essayé de montrer au monde. Il existe un sous-sol rempli de parties de soi-même que l'on n'a jamais voulu révéler. Et voici un fait inattendu. Une étude menée par des chercheurs suisses a montré que les personnes pratiquant une forme d'introspection, que ce soit par la thérapie, la méditation ou l'écriture, ont 48% moins de risques d'adopter un comportement violent inattendu. Non pas parce qu'elles n'ont pas d'ombre, mais parce qu'elles ont appris à les reconnaître avant qu'elles n'explosent. Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait changer dans votre vie si vous aviez le courage d'ouvrir la porte du sous-sol maintenant? Peut-être découvrirez-vous que vous ne détestez pas la personne que vous pensiez tant détester, ou que votre envie est en réalité un désir refoulé que vous n'avez jamais eu le courage d'avouer, ou que cette colère disproportionnée pour des broutilles n'est qu'une tristesse accumulée jamais surmontée. C'est ainsi que l'ombre commence à se transformer, quand on la nomme, quand on cesse d'être son prisonnier et qu'on devient son gardien. Mais attention, tout le monde n'est pas prêt. Nombreux sont ceux qui choisissent de passer leur vie entière à essayer d'être la lumière, sans se rendre compte que cette lumière n'existe que parce que l'obscurité existe. Ils sourient sans cesse, mais s'empoisonnent intérieurement. Ils restent calmes, mais intérieurement, ils s'effondrent, jusqu'au jour où tout vole en éclats. Et quand cela arrive, ce n'est généralement pas joli, ce n'est pas poétique, ce n'est pas une simple diatribe. C'est dévastateur. Franco Basaglia disait qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui a oublié qu'il est lui aussi fait d'ombre. As-tu oublié? En vérité, nous portons tous un loup affamé en nous. Faire comme s'il n'était pas là ne le ferait pas disparaître. Cela ne ferait que le rendre plus affamé, plus dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes proches de vous sont au bord de l'explosion? Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous-même l'avez été? Pensez aux histoires que vous avez entendues. Des voisins qui semblaient exemplaires et qui, un jour, ont commis une horreur. Des conjoints qui semblaient parfaits et qui se sont soudain transformés en monstres. Des enfants qui ont grandi dans le silence et qui, un jour, se sont fait du mal ou ont fait du mal aux autres. Cela n'arrive pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Basaglia croyait que les institutions, les familles et les lieux de travail collaborent pour créer ces bombes à retardement. Ils nous apprennent que ressentir est dangereux, que désirer est laid, que la colère est inacceptable, que l'envie est impardonnable. Alors,
Nous refoulons tout vers l'intérieur, au sous-sol, jusqu'à ce que cela ne puisse plus tenir. Et quand ça déborde, ce n'est plus à vous de décider. Alors peut-être que le moment le plus important de votre vie est maintenant. Admettre que vous aussi avez une ombre, et qu'elle n'a pas besoin d'être crainte. Basaglia disait que l'ombre ne détruit que lorsqu'on l'ignore. Lorsqu'on la voit, elle peut devenir une force créatrice. Une énergie que l'on peut utiliser pour reconstruire, créer, aimer véritablement. Mais pour cela, il faut avoir du courage. Le courage d'admettre que vous n'êtes pas seulement lumière. Le courage de dire « Je ressens de la colère, oui. J'éprouve de l'envie, oui. J'ai haï, j'ai menti, j'ai souhaité du mal aux autres. Et ça ne fait pas de moi un monstre, ça fait de moi un humain. Ce qui ferait de moi un monstre serait de nier tout cela et de continuer à faire semblant. Et vous? Avez-vous déjà eu le courage de vous voir complètement? Parce que si ce n'est pas le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce qui différencie ceux qui blessent les autres de ceux qui transforment est simple. Certains nient, d'autres intègrent. Et il faut choisir. Basaglia a conclu un jour l'un de ses discours par une provocation que je n'ai jamais oubliée. Voulez-vous être une lumière pour les autres ou voulez-vous être entier pour vous-même? C'est la question que je vous pose maintenant. Et j'espère que tu le prendras à l'intérieur avant que ton ombre ne te fasse sortir. Il y a une chose que personne ne vous dit sur la vie avec quelqu'un dominé par ses complexes. On ne sait jamais qui on va rencontrer chaque jour. Un jour, on peut vous accueillir comme si vous étiez la seule personne au monde. Et demain, on peut vous accuser d'être la source de toutes ces blessures. On peut vous appeler un sauveur un instant, puis un bourreau l'instant d'après, sans que rien, absolument rien, n'ait changé entre les deux. C'est l'instabilité du complexe, un mécanisme psychologique qui détourne la conscience et la met au service de souvenirs et de traumatismes que la personne elle-même ne peut comprendre. Franco Basaglia décrivait ces personnes comme des marionnettes suspendues à des fils invisibles, manipulées par des forces formées il y a des années, parfois des décennies, et qui demeurent là, attendant qu'un déclencheur se manifeste. Il le constatait quotidiennement chez ses patients, un homme apparemment paisible, soudain submergé par un sentiment d'abandon, une femme douce, soudain rongée par la jalousie et la fureur, un jeune homme joyeux, submergé par une tristesse qu'il ne parvenait pas à saisir. La conscience devient otage, et la vie est vécue au rythme de douleurs ancestrales, jamais vues ni comprises. Peut-être avez-vous vécu avec quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est vous. Avez-vous déjà eu l'impression que, dans certaines situations, votre réaction était bien plus forte que ce que la situation exigeait? Avez-vous déjà remarqué qu'un petit mot, un regard, un silence, déclenchait une tempête qui semblait trop grande pour vous? C'est la nature du complexe. Des recherches récentes montrent que plus de 85% des personnes ont réagi de manière disproportionnée à un moment présent, car elles réagissaient en réalité à un ancien traumatisme. Cette statistique apparaît non seulement dans les études cliniques, mais aussi dans la dynamique familiale, en entreprise et dans les relations amoureuses. Le plus troublant, presque personne ne s'en rend compte immédiatement. Presque toujours, la personne croit sincèrement agir de manière rationnelle, juste et proportionnée. Je me souviens d'une histoire que Franco Basaglia racontait dans un de ses cours. Un jeune homme nommé Matteo, âgé d'une vingtaine d'années, était tour à tour le meilleur fils que ses parents pouvaient imaginer, et un véritable cauchemar. Un jour normal, Matteo faisait les courses pour sa mère, aidait son père à réparer la clôture, et riait avec ses frères et sœurs. Le lendemain, il s'enfermait dans sa chambre, ne mangeait pas et insultait quiconque osait s'approcher. Ses parents, perplexes, demandaient « Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» La réponse était simple mais douloureuse. Rien. Ils n'avaient rien fait ce jour-là. Ce qui avait été fait l'avait déjà été depuis longtemps. Pas seulement par eux, mais par tous les regards, les mots et les silences que le jeune homme avait accumulés sans jamais comprendre. Et vous? Avez-vous déjà vécu cette situation? Avez-vous déjà marché avec quelqu'un comme sur du verre brisé? Peur de dire quelque chose de mal, de respirer au mauvais moment, de déclencher une tempête qui n'est pas la vôtre? C'est l'une des expériences les plus épuisantes que l'on puisse vivre. Vivre avec quelqu'un dominé par ses propres fantômes et croire que c'est votre faute. Et nous le croyons souvent. Parce que la personne nous convainc, les larmes aux yeux, la colère dans la voix et une douleur qui semble si sincère. Et c'est vrai, mais cela n'a rien à voir avec nous. C'est le cruel secret des complexes. Ils sont réels pour ceux qui les ressentent,
mais ils ne sont que des ombres projetées sur ceux qui les entourent. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous vous êtes excusé pour quelque chose que vous n'aviez pas fait? Combien de fois avez-vous assumé la responsabilité d'une émotion qui n'était pas la vôtre? Combien de fois avez-vous sacrifié votre paix intérieure pour éviter d'être la cause d'une dépression nerveuse qui attendait déjà de se produire? Franco Basaglia soutenait que les relations humaines sont plus dangereuses lorsqu'on confond compassion et soumission. Il affirmait « Il est nécessaire de voir l'autre avec empathie, sans pour autant renoncer à sa propre lucidité. Ceux qui vivent leur propre enfer ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas le droit de vous transformer en un simple prisonnier. Vous êtes-vous déjà laissé devenir prisonnier? Je me souviens de Clara, une femme que j'ai rencontrée lors d'un séminaire. Elle était mariée depuis 15 ans à un homme qui, après chaque dispute, pleurait, disant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Elle était la seule personne qui le comprenait. Et le lendemain matin, il cassait tout dans la maison, hurlait et disparaissait pendant des jours. Clara se reprochait tout. J'aurais peut-être dû être plus patiente. J'ai peut-être dit des bêtises. Jusqu'au jour où, assise en silence dans l'auditoire d'une conférence de Basaglia, elle entendit une phrase qui la réveilla. Le chaos de l'autre ne devient vôtre que lorsque vous l'acceptez comme tel. Ce jour-là, elle a décidé de partir. C'est une décision difficile, je le sais, car les gens dominés par leurs complexes ne semblent pas toujours agressifs. Ils sont aussi aimants, parfois incroyablement affectueux. C'est ce qui nous accroche, ces moments où ils semblent enfin aller bien. L'espoir que, peut-être, en faisant un peu plus d'efforts, leur côté doux finira par l'emporter. Mais Basaglia était catégorique. Le problème n'est pas le côté sucré. Le problème, c'est qu'il n'arrive jamais seul. Et vous, combien de temps comptez-vous croire qu'il suffit d'aimer davantage pour guérir ce qui ne vous appartient pas? Des recherches menées par l'Université du Michigan ont montré qu'un contact prolongé avec des personnes émotionnellement instables augmente jusqu'à 40% le risque de développer une anxiété et une dépression chronique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème psychologique, mais d'un risque pour votre santé mentale et physique. Et pourtant, nous persistons. Parce que nous croyons que la colère de l'autre est notre responsabilité, que sa tristesse est notre responsabilité, que son emportement est notre responsabilité. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je pourrais vous raconter d'innombrables histoires de gens qui se sont égarés en essayant de réparer ceux qui refusaient d'être réparés. Mais j'en raconterai une dernière. Un homme nommé André, qui, pendant des années, a tenté d'équilibrer sa femme. Elle oscillait entre amour intense et mépris absolu. Il croyait qu'avec suffisamment de patience, elle trouverait un jour la paix. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à chaque fois qu'il s'adaptait à son chaos, il renforçait son complexe, il nourrissait la bête. Et quand il a finalement décidé de partir, il ne savait plus qui il était. C'est la conséquence invisible de vivre à la merci de ceux qui sont dominés par leur traumatisme. Vous cessez d'être vous-même. Franco Basaglia disait qu'aider quelqu'un ne signifie pas disparaître pour que l'autre puisse exister. Si l'on ne se protège pas, la relation se transforme en une symbiose malsaine, où aucun des deux ne peut respirer. Et voici un fait qui pourrait vous surprendre. Les relations abusives ne commencent pas par la violence. Dans 95% des cas, elles commencent par des gestes d'affection, une connexion intense, des démonstrations d'affection exagérées. C'est pourquoi tant de personnes mettent si longtemps à réaliser ce qu'elles vivent. L'amour et la douleur se rejoignent, s'entremêlent, comme les deux faces d'une même pièce. Avez-vous déjà confondu cela? Avez-vous déjà pensé que le chaos était une preuve d'amour? Avez-vous déjà cru qu'il fallait souffrir pour mériter les bons moments? Voilà comment les complexes colonisent les relations. Un instant, on pense aider. L'instant d'après, on ne fait que survivre. Basaglia disait que les complexes sont comme une vieille maison pleine de fissures. On peut peindre les murs, cacher les fissures, mais tôt ou tard, tout s'écroule. Et quand tout s'écroule, tout le monde à proximité s'en échappe. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à vous laisser emmener? Ou apprendras-tu à arrêter plus tôt? Je sais que ça fait mal d'accepter qu'un être cher puisse nous faire du mal sans s'en rendre compte. Ça fait mal de réaliser que malgré tous nos efforts, on ne peut sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, mais c'est la vérité. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous acceptez enfin que vous n'êtes pas responsable des fantômes de qui que ce soit, quelque chose en vous change. Vous réalisez que la seule personne que vous pouvez vraiment sauver, c'est vous-même. Et c'est seulement à partir de là que vous pouvez tendre la main à l'autre personne, sans être englouti par son abîme.
C'est la leçon que Basalia répétait inlassablement. Il est impossible d'illuminer les ténèbres d'autrui si l'on éteint sa propre lumière. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas à être la victime ou le bourreau. Vous n'avez pas à être le héros ou le méchant. Vous n'avez pas à être plus que quelqu'un qui a décidé de ne pas porter un fardeau qui n'a jamais été le sien. Et quand vous faites cela, quand vous vous mettez enfin au centre de votre propre vie, quelque chose de magique se produit. L'instabilité de l'autre personne ne vous affecte plus de la même manière. Vous cessez de tourner en rond. Vous cessez de vous excuser d'exister. Vous cessez d'avoir peur de respirer. Et vous découvrez que la paix que vous recherchez chez les autres ne peut être trouvée qu'en vous-même. C'est la vérité qui vous libère. Et vous, êtes-vous prêt à l'accepter? Nous avons atteint ensemble le bout de ce chemin. Mais en vérité, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est simplement ouvrir une porte. Car entendre ces mots, comprendre ces dynamiques, voir ces ombres, en soi et chez les autres, ne suffit pas. La connaissance seule ne transforme rien. Il faut du courage pour transformer cette prise de conscience en choix, et ce choix en action. Et c'est là que commence le véritable changement. Tout au long de la vidéo, nous parlons de personnes qui vous drainent votre énergie, qui projettent leurs blessures sur vous, qui vous transforment en miroir de leur propre douleur. Nous parlons des masques, des ombres, des complexes qui gouvernent silencieusement les relations humaines. Peut-être avez-vous réalisé que vous vivez avec quelqu'un comme ça, ou pire, que vous avez vous-même infligé cela à d'autres, même involontairement. C'est le moment de s'arrêter et de prendre une grande inspiration, car désormais, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous voyez? Et ce que vous en ferez désormais définira non seulement vos relations, mais aussi votre paix intérieure, votre santé mentale et votre liberté d'être. Franco Basaglia disait « La véritable révolution ne commence pas dans les institutions, mais au plus profond de chaque personne, lorsqu'elle refuse d'être prisonnière des autres. » Et la question inévitable est désormais « Comment ? Comment cesser d'être prisonnier ? Comment cesser de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres ? Comment être entier sans être froid ? Comment aimer sans s'effacer ? Je souhaite donc vous proposer un plan pratique, que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Un parcours clair en 5 étapes pour traduire en actions concrètes tout ce dont nous avons parlé ici. Premièrement, observez. Commencez à prêter attention à ce que vous ressentez après chaque rencontre, chaque conversation, chaque échange. Demandez-vous, ce sentiment est-il mien ou m'a-t-il été transmis? Si vous quittez une conversation avec un sentiment d'abattement, de confusion ou d'épuisement, c'est un signe. Observez sans vous juger. Voyez, tout simplement. Deuxièmement, nommez-le. Ce qui n'a pas de nom ne peut être mis à sa juste place. Donnez un nom aux choses. C'est sa colère, pas la mienne. Oh, c'est sa tristesse, pas la mienne. Cette douleur est la sienne, pas la mienne. Nommer les sentiments leur redonne leur juste place. Troisièmement, la limite. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de partir quand il le faut. N'ayez pas peur de refuser des rôles qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas le thérapeute de quelqu'un d'autre, son sauveur, le mur de quelqu'un d'autre qui retient la tempête de quelqu'un d'autre. Les limites ne détruisent pas les relations. Elles les protègent de la destruction. Quatrièmement, prenez soin de vous, de votre part. Prenez le temps de vous écouter, de comprendre ce que vous ressentez et désirez vraiment. Faites des choses qui nourrissent votre énergie. Écrivez, méditez, parlez à une personne de confiance. Demandez l'aide d'un professionnel si besoin. Personne ne peut porter le poids du monde sur ses épaules indéfiniment. Cinquièmement, le choix. Choisissez chaque jour avec qui vous partagez votre vie. Choisissez des personnes qui savent aussi voir leurs propres ombres, qui sont prêtes à grandir, et non à vous utiliser pour endurer leurs propres souffrances. Choisissez des relations qui nourrissent, et non qui consument. Ce plan n'est pas facile, il sera douloureux, car il vous obligera à affronter de vieilles peurs. Il provoquera le rejet de ceux qui ont toujours profité de votre silence. Vous vous sentirez seul pendant un temps, mais seulement pour un temps. Puis viendra la liberté, puis viendra la paix. Et cette paix n'a pas de prix. Nul besoin d'être impoli pour être ferme. Nul besoin d'être cruel pour se protéger. Nul besoin d'abandonner qui que ce soit pour se choisir soi-même. Il suffit de décider que sa vie n'est pas un argument de vente pour apaiser des blessures qui ne sont pas les siennes. Basaglia nous a rappelé qu'il y a une dignité tranquille à dire « Je ne peux pas être tout pour toi, mais je peux être entier pour moi-même ». Voici l'invitation que je vous lance aujourd'hui.
Une invitation à commencer, petit à petit, à rendre au monde ce qui ne vous appartient pas et à prendre soin avec douceur de ce qui vous appartient. N'attendez pas le moment idéal pour le faire. Il n'arrivera pas. N'attendez pas l'approbation des autres. Ils ne l'approuveront pas. Faites-le pour vous-même. Et si vous vous sentez perdu, revenez à cette vidéo autant de fois que nécessaire. Les mots ne prennent racine que lorsqu'on les entend plus d'une fois. Et maintenant, une dernière chose avant de vous dire au revoir, ne marchez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez senti que ces réflexions vous ont touché, je vous invite à partager vos expériences ou vos questions ici, dans les commentaires, même anonymement, ne serait-ce que pour dire « je ressens la même chose ». Ce simple partage est déjà un premier pas pour cesser de porter seul ce que vous n'auriez jamais dû porter. Je vous demande également d'aimer cette vidéo afin que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec moi. Il y a encore beaucoup à venir, et je serai là pour vous accompagner. Tu mérites d'être entier, tu mérites d'être libre, tu mérites d'être toi-même. À votre tour maintenant, choisissez de faire le premier pas. Choisissez de vivre pour vous-même.